Ça m'est venu dans un train, le train Paris-Caen, où j'allais faire cours sur les fins de romans. Et où je lisais un essai très sérieux sur les fins de romans, où il parlait des romans qui se terminent par une méditation philosophique, métaphysique, etc. Le bouquin en question ne citait que des auteurs, Jean Malraux, Camus, enfin, des trucs qui moi m'ennuient un peu. Et je ne voulais pas parler de ça à mes étudiants, et je me suis dit, tiens, je vais leur parler de Gatsby, que je n'avais pas relu depuis 25 ans. Et donc je suis rentrée chez moi, j'ai pris ma vieille édition, qui est la première traduction de Gatsby, je l'ai relue, et je me suis rendu compte que la traduction n'allait pas. Alors quand je l'avais lu à 15 ans, le livre est tellement magnifique qu'en fait, peu importe la traduction, ça fonctionne quand même, mais enfin, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Puis j'ai vu la seconde qui existait, je continuais à être convaincue que je pouvais moi peut-être faire quelque chose. Comme j'ai compté sur mes doigts et que je me suis rendu compte que les droits sur Fitzgerald allaient être libres un an plus tard, je me suis lancée. En lisant le texte anglais, je me suis rendu compte que j'entendais pour de vrai ce que j'entendais filtré par la mauvaise traduction, et que donc ça m'était extrêmement familier comme langue, comme texte, c'est-à-dire que toute l'émotion que je ressentais quand je le lisais, même mal traduit en français, là j'en trouvais la source, et que ça m'était extrêmement familier et proche, que je pouvais me l'approprier. Le fait que ça ait déjà été traduit, ça m'a pas tellement ni gênée, ni intéressée. Par moments, j'allais regarder quand vraiment il y avait des passages sur lesquels je m'arrachais les cheveux, et j'allais regarder comment les autres avaient résolu les problèmes, et au fond, leur solution ne me plaisait jamais, ne me convainquait jamais vraiment. Donc c'était à chaque fois l'occasion de me confirmer que j'avais bien fait de tenter le coup. De toute manière, je ne peux pas comparer parce que j'ai jamais traduit autre chose, que vraisemblablement je n'aurais jamais l'élan, enfin, ou l'envie sur un autre livre, donc j'ai juste eu l'impression de traduire le plus beau roman de tous les temps. La seconde, par exemple, je ne l'ai même jamais lue en entier. J'avais déjà lu 3 fois celle de Léonard, donc celle de Tournier. Je m'y suis reportée ponctuellement quand il y avait des choses qui vraiment voilà, étaient compliquées. C'est rare, hein, la plupart du texte est facile à traduire, et donc voilà, je me reportais juste sur le détail. Et puis sinon, oui, je me suis acheté un énorme dictionnaire, et j'en avais déjà un anglo-anglais encore plus gros qui m'a pas mal servi aussi. Et puis je suis allée sur internet pour certains points. Donc, je suis tombée sur des chats, des forums de gens qui s'interrogeaient sur le sens de tel ou tel terme dans Gatsby. Voilà. Et puis aussi pour les lieux, pour les cartes, c'est pratique aussi internet. Pour voir exactement quel était le trajet qu'il faisait avec Gatsby pour aller de... Bon, ça n'existe pas West Egg, East Egg, mais enfin pour aller de Long Island à New York, comme il y a un passage où sont décrits les lieux qui traversent, le pont de Queensboro, etc., c'était pour suivre le trajet. D'abord, je pense que toute traduction, c'est forcément, c'est très très personnel. J'avais un prof en Cagne qui me disait, vous savez, il était à la fois notre prof de français et de latin, et il me disait, j'apprends plus de choses sur vous par vos traductions que par vos dissertes. Pourtant, c'était des textes très classiques qu'on lui donnait, mais je pense que vraiment le choix de virgule dit quelque chose de la personne qui traduit. C'est forcément, on interprète tout, et c'est extrêmement subjectif. En même temps, moi, j'avais l'impression que c'était écrit dans ma langue, Gatsby, que j'avais juste à... Oui, c'était très peu de choses à traduire, parce que c'était dans ma langue, je veux dire dans ma langue à moi, pas en français évidemment, mais que c'était écrit dans ma langue, dans la langue que mon cerveau comprend, et qui me fait de l'effet aussi émotionnellement. Donc par moments, je butais sur les limites du français. C'est très énervant quand on se rend compte que le français ne peut pas faire la même chose que l'anglais, mais c'était rare. Il faut demander à Francis Scott pourquoi le livre qu'il a écrit il y a 90 ans presque a l'air d'être écrit aujourd'hui. Ça, c'est quand même voilà, le propre des romans un peu costauds, c'est que ça vieillit pas, et puis sans doute l'américain a moins changé, et comme moi je suis restée très fidèle au texte, oui, mais enfin je le traduis forcément dans une langue qui sera démodée dans 25 ans, mais encore une fois c'est pas grave, dans 25 ans si je suis toujours là je le referai. Donc voilà, non, c'est dans le texte, tout ce qui est le côté extrêmement contemporain. Alors il y a aussi un effet que Fitzgerald n'avait pas forcément anticipé, et c'est qu'il a quand même énormément influencé ma génération d'écrivains, aux États-Unis surtout, mais en France aussi un peu. Et donc ça ressemble beaucoup à des romans qu'on a l'habitude de lire, qui sont des romans récents.
McInerney, même Bret Easton Ellis et tout ça, ils sont tous complètement sous influence. Donc probablement ça ajoute un effet de proximité, c'est que les lecteurs français, mais c'est sûrement vrai aux États-Unis aussi, lisent beaucoup et sont très habitués à des romans américains contemporains qui ressemblent beaucoup en tout cas à Gatsby, peut-être pas à d'autres romans de Fitzgerald, mais à Gatsby. Ouais. C'est un roman qui produit sur moi un effet très, très fort d'émotion. Moi je pleure quand je relis Gatsby, d'ailleurs là c'est pour ça qu'il fallait arrêter cette traduction à un moment donné, parce que moi j'en avais marre de le tuer, de l'enterrer, donc pour moi il y a une force, il y a un pathétique, il y a quelque chose d'absolument poignant, mais qu'il y a dans beaucoup d'autres textes de Fitzgerald. Et c'est un roman, c'est là sans doute que c'est même un plus grand texte que d'autres, comme Tendre et la nuit, que j'aime beaucoup aussi. C'est une sorte de texte parfait, c'est-à-dire que enfin bon, ça c'est aussi un point de vue d'écrivain, mais la construction et la manière dont il s'inspire à la fois du roman de formation, du polar, de la critique sociale et tout ça, il y a tout, quoi. En 200 pages. Enfin, je ne sais pas combien fait notre édition, mais voilà, c'est très très concentré. Donc c'est très efficace. Et voilà, et moi il y a les deux aspects probablement que je préfère comme lectrice, c'est-à-dire c'est très méchant, très drôle, et en même temps très très compatissant, enfin très, oui, très tendre, enfin très humain. Et c'est un vrai héros de roman, il s'est inventé lui-même. C'est quelqu'un, c'est pas un imposteur, c'est un créateur, c'est quelqu'un qui sait. D'ailleurs, à un moment, le narrateur le dit en reprenant plus ou moins ses propos. Il dit il est le fils de ses propres œuvres, il est Dieu le Père, enfin il est tout. Il s'est inventé de A à Z. Et oui, c'est à la fois un romancier et un personnage, Gatsby. Il a inventé son histoire, son nom, il s'appelle absolument pas Gatsby. Il a inventé aussi son histoire d'amour pour Daisy, parce que Daisy, tout à fait entre nous, c'est une salope, enfin, elle n'a aucun intérêt, elle est idiote, elle est détestable. Mais il a fabriqué aussi une héroïne de roman, et voilà, il en meurt. C'est dommage. Rien que le mot méditation finale dans ce bouquin que j'étais en train de lire, pour moi il n'y en avait pas d'autre de méditation finale que celle-là, et que voilà, l'extase, la fascination de Gatsby pour ça. Et quand je dis que je pleure, il y a un passage au centre du livre qui est atroce, où c'est le narrateur qui projette son point de vue, mais lorsque Gatsby retrouve enfin Daisy, il montre par la fenêtre de sa villa, la petite lumière verte, il est avec Daisy et il lui montre qu'on voit sa maison, enfin qu'on voit en tout cas, qu'on aperçoit sa jetée de chez lui. Et à ce moment-là, le narrateur les regarde et se dit qu'au fond, d'avoir retrouvé Daisy, c'est une perte pour Gatsby, parce que tout ce qu'il avait associé comme symbole à la reconquête de cette femme est en train de disparaître, puisqu'elle est maintenant là réellement, et il dit, ben voilà, il regarde cette lumière verte, et elle a d'un coup perdu toute l'intensité et la magie qu'elle avait revêtue dans son esprit. Et il dit, son stock d'objets magiques commence à fondre au contact de la réalité.